Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné d'Anto. Et avec Anto, on va faire des unpopular opinion tennis. Et il y en a, croyez-moi, je pense qu'elles seront salées. C'est parti. Et évidemment, honneur aux invités, la première unpopular opinion, elle sera pour Anthony. Donc mon premier avis est que pour moi le top 20 n'a pas énormément baissé en termes de niveau comparé aux années précédentes. Bon bah du coup là, c'est le moment du débat. Vas-y, explique-toi. Pour moi en fait c'est tout simplement que le top 100 global voire le top 50 est juste meilleur que du coup ceux qui sont au niveau du top 100 dans le top 100 sont juste meilleurs qu'avant et que du coup il y a beaucoup plus de surprises et même l'intensité de jeu et tout il y a beaucoup les joueurs ont un peu plus de mal quoi. Donc pour moi juste que tous les niveaux sont resserrés, t'as juste Alcaraz, Djoko et les Medvedev sur dur qui sont vraiment au-dessus, mais tous les autres, ils ont un niveau global qui est homogène. Bah tu sais quoi, moi, c'était entre guillemets un de mes unpopular opinion d'après. C'est que dans le top 20, top 100, top 50, je peux l'entendre. Mais pour moi, par exemple, tu vois, le top 10 n'a jamais été aussi faible que maintenant. Le top 10. Voilà, pour moi, le top 10, c'est encore. Sur le top 20, je peux l'entendre. Mais sur le top 10, quand tu vois qu'il y a 10 ans, t'avais des Del Potro, des Burdich, des Ferrer, des Murray, même avant, t'avais Davydenko, t'avais James Blake, t'avais des mecs qui arrivaient quand même à taper assez régulièrement les grosses têtes. Maintenant, t'as Alcaraz et Djokovic qui se font entre guillemets parfois surprendre dans les ATP 500, dans les Masters 1000 parce que c'est pas là où ils se donnent à fond. Mais quand tu vois par exemple Tsitsipas l'année dernière qui se fait sortir par Galan au premier tour de l'US Open, quand tu vois cette année Rune, même un peu blessé au dos, qui se fait sortir par Carabayes Baena qui a aucune référence sur dur, quand tu vois Sinner qui se fait sortir par Altmaier à Roland Garros, pour moi sincèrement le top 10 maintenant c'est l'un des plus faibles qu'on ait jamais eu. Pour moi, c'est juste vraiment passager. Je pense que d'ici, même l'année prochaine, ça sera différent. Ils reprendront leur place parce que malheureusement, certains sont blessés ou n'ont pas leur niveau. Donc voilà. Bon alors moi du coup ça devait être mon premier mais ça sera mon deuxième unpopular opinion. Pour moi, Stefanos Tsitsipas ne gagnera jamais un grand chelem. Bon, t'avais l'air assez choqué, je vais te laisser vas-y, je vais te laisser répondre. Pour moi, Stefanos Tsitsipas gagnera au moins un grand chelem. J'explique pourquoi. Tout simplement parce que moi je pense, et ça fait partie du coup de mes unpopular opinion, que Alcaraz, après la retraite de Djokovic, il aura beaucoup plus de concurrence que ce qu'on pense. Peut-être 1 ou 2 années il sera seul, mais pour moi, après, il y aura forcément des joueurs qui vont revenir à un niveau, ils vont s'élever à son niveau, et il aura beaucoup de difficultés, en tout cas plus que ce qu'on pense, pour tout raser. Et Voilà. donc tu penses que Tsitsipas du coup Il c'est en un des fera, joueurs qui... il en fera partie parce que pour moi, il est à un truc mental de redevenir ce qu'il était en 2019-2020 où il tapait Federer, Djoko ou même Nadal en fonction des surfaces. Ok. Donc du coup pour moi Tsitsipas il gagnera jamais un grand chelem parce qu'en fait, il a un revers qui est niveau top 50 et un slice qui est niveau top 100. Et pour moi c'est deux faiblesses qui sont structurellement trop grosses dans son jeu. Malgré le fait qu'il ait un excellent service et un excellent coup droit également, mais pour moi, s'il manque quelque chose au niveau du revers, tu auras toujours un mec qui va réussir à le bloquer avec un revers qui sera pas forcément mauvais, mais je pense que par exemple un mec comme Holger Rune qui a un revers qui est pas foncièrement mauvais mais qui est pas son meilleur coup, on le voit quand ils s'affrontent, il bloque facilement. On a aussi vu à Cincinnati au service, enfin au retour de service, il y a de trop grosses faiblesses. C'est en fait pour le battre, on a juste à balancer des bombes sur son revers. Et déjà, au service, on a un point sur deux. C'est assez simple. Côté avantage, oui, côté avantage, dès qu'on fait un service extérieur, on a quasiment le point. Il suffit de monter, on a un coup droit facile pour finir. Il a un revers qui est trop faible pour moi pour aller concurrencer les top guns que sont les Medvedev, les Djokovic et les Alcaraz actuellement. Donc, pour moi, euh, la tournée sur gazon est une période surcotée. J'inclus aussi Wimbledon dessus parce que je trouve que, en tout cas maintenant, il y a trop de joueurs qui sont désintéressés, il n'y a plus assez de concurrence et que du coup c'est toujours assez redondant. Et même les tournois, c'est cool, mais ça dure à peine 1 mois et demi grand max. Et je trouve que c'est une partie de la saison qui n'est pas cool à regarder. Moi, en fait, je suis d'accord, oui et non. Parce que, en fait, pour moi, pour rendre la saison sur gazon plus intéressante et faire que les joueurs s'entraînent plus sur gazon et soient plus intéressés,
Bah déjà, il faudrait que la saison sur gazon soit plus longue. Et pour moi, un mois sur gazon, puisque le gazon, ça commence juste après Roland-Garros, donc ça commence mi-juin, et ça se finit avec le tournoi de Newport, allez, la dernière semaine de juillet en général. Voilà, quand tu regardes par exemple les autres surfaces que sont le dur, la terre battue, bah en fait, c'est la saison sur gazon, elle est trop courte par rapport aux autres, et pour moi, c'est aussi le problème qui fait que par exemple Casper Ruud, il préfère s'entraîner sur un green de golf plutôt que sur Kaoko Queens ou à Halle avant Wimbledon. Et le problème structurel pour moi, c'est que la saison est trop courte, et évidemment, bah, les joueurs s'entraînent pas assez sur le gazon. Et ça nous donne que c'est toujours le même mec qui gagne à Wimbledon finalement, Djokovic, ou bah, Alcaraz cette année, Alcaraz qui joue d'ailleurs très bien sur gazon, je suis surpris, je pensais pas qu'il y arriverait dès sa deuxième saison complète. Et d'ailleurs pour moi, ça, mais c'est pas une populaire donc je l'avais pas noté, mais pour moi il devrait y avoir un Masters 1000 sur gazon. C'est trop injuste qu'il y ait 3 Masters 1000 sur terre, 6 sur dur et aucun sur gazon. Et puis aussi le fait que le gazon soit ralenti avec les balles, etc., pour faire plus d'échanges, et ben en fait ça a totalement dénaturé le gazon. Et maintenant c'est les baseliners qui savent gagner sur gazon, alors qu'avant bah, c'était vraiment un jeu de serveurs-volleyeurs comme Pete Sampras, Ivan Izevich, Rafter, Roddick, et depuis le ralentissement du gazon, et ben en fait on a un jeu stéréotypé sur gazon, c'est toujours les mêmes qui gagnent, et peut-être que retrouver un gazon un peu authentique et une surface enfin une saison sur gazon plus longue, et bah peut-être que ça redonnerait de l'intérêt à cette partie de la saison. Pour moi, et je dis bien pour moi, Wimbledon est le pire grand chelem de la saison. Et je pèse mes mots parce que ils sont entre guillemets trop attachés à la tradition. Il y a des traditions qui sont bonnes pour moi, garder le all white dans les tenues, ça c'est beau, ça garde un peu une part d'histoire. Mais par exemple, le couvre-feu à 23 heures pour les matchs, cette année on a vu les limites avec la pluie, avec l'organisation. On s'est retrouvé avec un Djokovic au troisième tour quand il y a des joueurs qui n'avaient même pas encore fini leur premier. Et pour moi, Wimbledon, cette année, voilà, on a vu les vraies faiblesses de ce tournoi, qui pour moi doit structurellement changer, doit se moderniser à ce niveau-là, pour pouvoir rejoindre les autres grands chelems, parce que le prestige du gazon, le prestige du trophée du All England Club, eh ben, ça va pas durer éternellement. Pour réagir à son opinion, je suis totalement d'accord. Wimbledon, c'est un tournoi malheureusement qui a perdu de sa saveur au fil des années et qui se bloque au lieu de essayer de évoluer avec son temps. Donc oui, les tenues, comme tu as pu le dire, c'est cool, ça change. Mais voilà, il y a d'autres règles où en fait, c'est un peu chiant pour le tennis d'aujourd'hui. Voilà. Donc pour la quatrième populaire opinion, on va parler de la WTA. Et pour moi, la WTA, le niveau n'est pas si mauvais que les gens se perpétuent de le dire. Pour moi, tout simplement, le niveau est juste plus resserré. On voit bien que Swiatek, voilà, elle est capable de se faire surprendre. Sabalenka, même si là elle va être première mondiale, voilà, ça reste quand même une bonne joueuse avec des lacunes. Mais pour moi, c'est normal qu'une joueuse de tennis ait des lacunes. Elle ne peut pas être parfaite. Rybakina, voilà, on voit aussi que elle a réussi à gagner Wimbledon, mais elle a du mal à confirmer de nouveau. Donc, pour moi, la WTA n'est pas si mauvaise que les gens osent dire. Pour moi, c'est surtout de l'acharnement sur la WTA, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de surprises, mais c'est la nature, elles sont plus petites, leur service est moins puissant, donc forcément, tu as plus de chances de te faire contrer plus facilement sur ton service. Donc forcément, il y a beaucoup de breaks et beaucoup de surprises. Voilà. Bah moi du coup je suis d'accord et je vais même rajouter un truc, pour moi la WTA par moment c'est limite plus plaisant à regarder que le jeu masculin, parce qu'en fait c'est un jeu où il y a beaucoup plus de variété, chacune joue vraiment sur ses forces, et à ce niveau là je trouve que dans l'ATP, bon ça rejoint notre popular opinion que j'ai noté, mais pour moi dans l'ATP le jeu est totalement stéréotypé. Maintenant c'est faut frapper fort de la baseline et viser les angles et faire l'essuie-glace à l'autre avec un gros service, et on n'a pas autant de variété qu'en WTA. En WTA, il y en a qui jouent avec des slices, d'autres qui sont des contreuses, d'autres qui sont de vraies attaquantes, d'autres qui savent faire du service volé. Et en fait, je pense que surtout les gens ont été un peu matrixés par le Big Three chez les hommes, Djokovic, Nadal et Federer, qui dominaient absolument tout quasiment quand ils étaient encore tous les trois là. Et en fait, je pense que les gens regrettent de ne pas avoir ça chez les femmes, qu'il n'y ait pas un Big Three féminin qui domine autant que chez les hommes, et les surprises, les gens aiment pas les surprises, j'ai l'impression. J'ai envie de dire, s'il y avait Serena Williams, Azarenka et Sharapova par exemple, les trois qui dominaient,
et bah j'ai l'impression que les gens se plaindraient moins, alors que finalement c'est un peu ça qui fait l'essence du jeu aussi, c'est toute la variation. Quand on regarde le top 10 WTA aujourd'hui, bon, il y a Swiatek qui a fait que sa défaite contre Ostapenko va perdre la place de numéro 1 mondial, mais Swiatek et Sabalenka, c'est deux jeux totalement différents, et c'est aussi ça qui fait la beauté. Sabalenka, elle va être meilleure sur gazon, sur dur, ça arrive à s'équilibrer par leur force, et sur terre, bah, Swiatek est foncièrement meilleur grâce à son lift, son service, ses slices, etc. Et pour moi, c'est ça qui fait la beauté du sport aussi, c'est la variété dans les jeux, dans la construction des points, dans la façon de penser le tennis. Et donc pour moi, ouais, non, la WTA, oui, c'est un circuit qui est très agréable à regarder. Bon, comme nos populaires opinions se rejoignent, bon, bah, on en a un peu moins du coup. Mais pour moi, et je dis bien pour moi, les finales de Masters 1000 chez les hommes devraient se jouer au meilleur des 5. Et même chose pour les finales de Grand Chelem féminines. Pour moi, c'est, enfin, je sais pas, ça reste la deuxième grande catégorie de tournoi. Et chez les hommes, bah avant ça y était, et je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Je dis une connerie, mais regardez le Djokovic-Alcaraz de Cincinnati. Qui n'aurait pas aimé le voir aller au bout de la nuit finalement en 5-7, un match où les deux joueurs s'arrachent vraiment. Je pense aussi à récemment une finale de Masters 1000 qui était assez serrée et qu'on aurait pu aller voir plus loin. Bah, c'est le Roublev-Rouneux, même si c'était pas le plus intéressant à Monte-Carlo. Ça se finit en 3-7 avec des joueurs qui ont des hauts et des bas physiquement. Qui aurait tenu ses nerfs et son physique si on était allé au bout des 5 manches? Et pour moi, ça peut aussi donner lieu à des matchs plus serrés. Un joueur qui va tout donner dans les deux premiers sets parce qu'il est entre guillemets conditionné par ses matchs précédents à tout donner dans les deux premiers sets, quitte à potentiellement être cramé au troisième et se faire remonter au cinquième contre un mec qui aura peut-être plus d'expérience et une meilleure gestion. Et pour moi, ça pourrait donner des matchs plus intéressants. Et chez les femmes, c'est Venus Williams qui avait évoqué le sujet. Pareil, pourquoi on ne fait pas de la finale en 3-7 au 3-7 gagnant? Parce que pourquoi les femmes ont un temps de jeu plus réduit que les hommes aussi? Pourquoi on ne les verra pas s'écharper physiquement pendant 5 heures, voir qui tiendrait ses nerfs et qui tiendrait son physique autant de temps? Et oui, pour moi, j'aimerais bien voir ça au moins une fois pour essayer. Et si ça fonctionne, et ben voir ça dans les années futures aussi. Du coup, moi pour les hommes, je suis d'accord. Les Masters 1000, on aimerait bien voir des finales qui vont voilà, au meilleur des 5-7 parce que tout simplement, c'est une finale. Donc on joue sa vie sur une finale. Et c'était là avant, comme tu disais. Et pour revenir du coup sur la WTA, je suis aussi d'accord parce que je trouve que les joueuses ont un niveau physique qui est semblable aux hommes, elles sont capables de tenir, on a vu beaucoup de remontées, etc. Et que même pour elles, pour l'expérience, même pour l'évolution de la WTA, pour moi c'est utile qu'elles puissent aller aussi avoir des matchs en 5-7. Je vois pas pourquoi ça serait limite plus divertissant que les hommes parce que il y a beaucoup de surprises et même ça permettrait de vraiment voir de nouveaux scénarios et de nouveaux records. Donc pour finir sur le tennis, mon dernière unpopular opinion est que pour moi, il y en a beaucoup qui se plaignent des surfaces qui commencent à se ressembler, etc. Mais pour moi, je trouve que quand même on voit quand même une différence en fonction des surfaces. Il y a quand même des joueurs, on voit que sur dur, par exemple, Medvedev va avoir beaucoup de facilité et était presque imbattable en début d'année et que dès que la tournée sur terre battue est arrivée, il a quand même fait de bonnes performances en Masters 1000, mais à Roland-Garros, il a retrouvé, on a bien vu son niveau sur terre battue où il y avait encore beaucoup de chemin à faire. De même pour d'autres joueurs. Et je trouve que pour le gazon, on peut discuter, mais par exemple, entre le dur et la terre battue, pour moi, il y a encore une grosse différence et que du coup, le fait qu'on dise que les surfaces se ressemblent, je ne suis pas forcément d'accord. Du coup, je suis d'accord, oui et non. Et j'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, je vous la mettrai dans la description. Mais pour moi, en fait, on essaye d'uniformiser les surfaces et entre guillemets leur vitesse de jeu. J'en ai parlé tout à l'heure, le gazon a considérablement ralenti. Le dur a aussi été pas mal ralenti, on n'a plus de moquettes, le dur indoor va assez lentement. Et il y a encore, oui, des différences entre les surfaces. C'est pour ça que je dis oui et non. Dans le sens du jeu, il n'y a plus énormément de différence, je trouve, entre un jeu sur gazon et un jeu sur dur. Sur terre, c'est encore différent. Mais en fait, vraiment, au niveau de la surface, chacune a encore ses spécificités. Dans le sens où les durs sont assez uniformes tous, et c'est assez triste d'ailleurs.
Mais sur terre battue, les joueurs qui jouent avec un gros lift auront toujours l'avantage. Regardez Casper Ruud qui fait ses résultats d'une saison sur terre battue et qui est sur dur vient de perdre tous ses points. D'ailleurs, c'était assez, je trouve, parce que c'est une anomalie qu'il atteigne la finale l'année dernière, mais bon, c'est encore un autre débat. Et ouais, en fait, le gazon va avoir un rebond très bas, la terre battue un rebond très haut. C'est des surfaces qui se jouent différemment, mais à la même vitesse désormais. C'est pour ça que je suis d'accord, oui et non, dans le sens où il y a encore des différences, mais où la façon de jouer dessus reste quand même la même pratiquement partout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec nous dans les commentaires, ou si vous avez une unpopular opinion, on pourrait faire un épisode 2 où on réagit au vôtre. Et nous, on part tourner une vidéo Unpopular Opinion F1 qui sortira sans doute une semaine à peu près après celle-ci. Et donc on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.